Un des gros avantages de faire du terrain de façon longitudinale, c'est qu'effectivement, donc on voit passer le temps, on voit les transformations, on peut les évaluer. Mais l'autre avantage, c'est effectivement que l'on noue des liens d'amitié très forts avec des gens qu'on rencontre. Ça peut être un avantage ou un désavantage selon hein. Mais je préfère penser que c'est un avantage. Et donc, au cours de ces entrevues que l'on a au fil des ans avec des gens avec lesquels on habite, moi j'habite toujours chez des gens, j'habite jamais à l'hôtel ou jamais dans une maison que je loue, enfin je suis toujours chez des gens. Et y a des raisons humaines et pratiques pour ça. Humaines parce que c'est beaucoup plus agréable d'être chez les gens. Pratique, c'est parce que bon, si j'ai de l'argent pour mon terrain, j'aime autant le donner à eux, à ces gens dans ces familles, parce que je sais que ça les fait vivre et tout, plutôt que d'aller les donner à un hôtelier qui va faire de l'argent. Donc il y a des sortes de raisons qui font que j'habite avec dans des familles. Et donc, au fur et à mesure des séjours, on tisse des liens d'amitié avec ces personnes-là, avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants, et c'est un peu comme si on avait des relations qui se développent au cours du terrain. Alors, moi, je pense que c'est un avantage parce qu'on finit par comprendre les choses en profondeur à travers leur expérience de vie et de tous ces gens que l'on côtoie et toutes ces familles que l'on voit se transformer. Mais ça peut être, à la longue, peut-être un désavantage en ce sens que l'amitié peut rapidement prendre le dessus sur la relation professionnelle. Et alors, quand c'est comme ça, on est un peu pris à notre propre piège de vouloir absolument établir un rapport avec les gens avec lesquels on travaille. Mais là, on a établi un rapport et ça a été tellement un tel succès que maintenant on a des amis. Et là, on se trouve devant le problème suivant, ce sont nos amis. On ne parle pas de nos amis comme ça. Là, leur vie fait partie de la nôtre, et du coup, même si en anthropologie, de ce point de vue-là, on a fait des progrès, on peut pas se parler de soi dans l'écriture, il y a quand même une limite. On ne dit pas tout et n'importe quoi sur nos amis. On ne dit pas tout et n'importe quoi sur nos informateurs non plus, d'ailleurs. Mais bon, mais d'un autre côté, à partir du moment où on a une relation d'amitié forte avec quelqu'un, il y a une sorte de réserve qui s'installe, une sorte de droit de réserve qui s'installe, qui est en fait coloré par l'amitié que l'on a pour les gens. Et c'est toujours délicat de savoir à quel point on peut transgresser ces droits, ces règles qu'on s'impose nous-mêmes, hein, qui sont... Tout le monde n'a pas les mêmes règles d'éthique. Quand on fait du terrain, le conseil de recherche nous impose un certain paramètre, là, mais sinon, tout le monde n'a pas les mêmes règles d'éthique. Donc, moi j'avoue que j'ai une de mes collaboratrices principales, son nom c'est Hélène Maébirou, une dame qui est de l'île, de la partie complètement méridionale de l'île de Maleta, mais qui a habité en ville depuis l'âge de 20 ans et qui a à mon âge à peu près, et qui est une dame qui a maintenant des enfants et qui est veuve et tout. Et elle, très tôt, on s'est liés d'amitié et elle est devenue mon informatrice, pas principale, parce que j'en ai beaucoup, mais celle avec laquelle j'ai le plus proche de relations. Et donc, Hélène a collaboré avec moi aussi au dictionnaire Pidgin que j'ai écrit. Donc, elle a son nom aussi sur le dictionnaire en tant que co-auteur, parce que c'était important que sa participation soit reconnue. Et il n'y a pas très longtemps, mais il y a déjà quelques années plutôt, j'avais écrit un article justement sur la relation entre l'anthropologue et les amis ou les interviewés en quelque sorte. Et cette histoire, enfin l'article porte sur l'histoire de vie que j'avais enregistrée, l'histoire de vie d'Hélène que j'avais enregistrée, avec le but qu'elle m'avait demandé de publier cette histoire comme livre. Elle espérait que peut-être qu'on pourrait avoir un peu d'argent à la clé pour l'aider. Bon, alors... Donc, j'ai enregistré, la première fois où je l'enregistre, c'est pas du tout dans le but de faire une histoire de vie, je l'enregistre en tant que personne que j'interviewe pour faire des recherches sur la violence domestique. Alors, elle me raconte sa vie, je lui dis, raconte-moi ta vie. Alors, elle me raconte sa vie, et là, elle me projette l'image d'un mari qui est assez violent, et moi, je peux attester de cette violence, parce que j'habite pas chez eux, j'habite chez d'autres gens, mais on est voisins, et je les entends se disputer, j'entends et je la vois arriver avec les coups le lendemain. Donc elle me raconte cette histoire. Bon, ça s'ajoute aux autres histoires que j'ai sur la violence domestique. Et puis plusieurs années passent, je retourne au Salomon, elle revient en ville, et là on se retrouve de nouveau, et je dis, raconte-moi ton histoire de vie encore. Alors elle recommence à zéro.
Elle recommence à zéro, elle me raconte. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des moments, des parties de l'histoire qui sont tout à fait identiques et conformes à l'histoire originale, et il y a des interprétations qu'elle fait sur des événements qui ont complètement changé. Ah, alors du coup, ce mari qui était si violent au début est maintenant perçu comme un homme, un père bon, bienveillant, un mari attentif. Enfin bon. Et là, j'ai du mal à réconcilier les deux parce que moi, j'étais restée avec l'histoire précédente dont j'avais été témoin. Bon, c'est pas grave, je laisse ça comme ça. Et puis, quelques années après, entre-temps, moi, je suis devenue veuve, elle est devenue veuve. Et là, on se retrouve 1 an après son veuvage à elle. Et entre-temps, elle était venue me rendre visite à Montréal ici. Je l'avais fait venir pendant 4 mois. Et là, je lui dis, bon, bah, raconte-moi ton histoire de vie. Alors, on recommence. Elle recommence à zéro. Et là, les choses changent encore. Et donc, c'était un exercice intéressant. Je dis dans l'analyse que je fais de l'article, de l'événement, que c'était en fait un peu comme si on faisait 3 prises de vue pour un film à différents moments et que le cadrage est à peu près le même, mais on change d'acteur en quelque sorte. Hein. L'histoire est la même, mais les acteurs changent, donc l'interprétation change, mais le cadrage reste le même. Et ce qui était très étonnant, c'est de voir, en fait, j'avais écrit cet article pour soulever un petit peu la place de l'histoire de vie comme méthodologie d'enquête, méthode d'enquête en anthropologie, pour montrer à quel point ça fluctue selon non seulement le moment dans l'histoire de la personne qui est interviewée, mais aussi selon la relation que l'interviewé a avec l'intervieweur. Donc ça nous permet à nous de mettre des guillemets sur l'interprétation que l'on peut faire des événements que l'on enregistre. Mais c'était aussi, plus largement, même si ce n'était pas le but de l'article, l'occasion pour moi de discuter un petit peu justement de cette amitié, de la question de l'amitié qui vient en quelque sorte perturber un petit peu les relations soi-disant claires et objectives du chercheur sur le terrain. Et je termine l'article. Avant de le terminer, il m'est absolument essentiel que Hélène puisse lire l'article, puisque je parle de cette relation, je parle de sa vie, je parle de cette relation. Alors je lui fais lire, et je raconte dans l'épilogue de l'article que je suis là et que j'attends qu'elle l'ait lu, et que je suis extrêmement inquiète de savoir ce qu'elle va penser de l'article, parce que je critique son mari, d'après ce qu'elle m'a dit. Hein. Alors là, et ma pensée évolue, et mon analyse évolue, et là, je meurs de peur à l'idée que peut-être, j'ai mal compris tout ce qu'elle m'a dit, ce qui mettrait en question tout ce que j'ai analysé sur les Salomon depuis des années, et 2, que peut-être ma conception de l'amitié que j'ai pour elle est vraiment différente de la conception de l'amitié qu'elle a pour moi. Qu'on n'est pas du tout sur le même plan de l'amitié, du tout. Et donc c'est en péril, c'est 2 périls, le péril anthropologique et le péril personnel, là, comme ça. Et il me semblait que je n'avais pas le droit de publier cet article, à moins que j'ai son aval, évidemment, que j'ai l'impression qu'elle comprenne ma démarche. Alors elle finit par lire le truc et elle me regarde et elle me dit « Non, je sais, c'est douloureux, mais il faut le dire. Il faut le dire. C'est important. » Et c'est la base de sa vie. Alors, l'histoire de vie, on est en train de la finir, là, donc ça va être très beau quand ce sera terminé. Mais c'était donc, je pense que quand on est en anthropologie, on ne se rend pas compte suffisamment du fait que la rencontre anthropologique, c'est une rencontre humaine. On oublie ça. On nous vend les théories, on nous fait absorber les méthodes, on nous fait tout ça. Mais c'est avant tout, l'anthropologie, c'est une rencontre humaine. Et on oublie ça un peu. Il ne faut pas tomber non plus dans le pathos, bien sûr, mais je crois qu'il faut rappeler aux étudiants que c'est en fait c'est une partie de la beauté de la recherche, c'est ça. Alors tout le monde ne fait pas de l'anthropologie en s'intéressant autant à leurs informateurs que moi j'ai pu le faire à certains moments de ma vie, mais c'est aussi important. Et cette rencontre avec les personnes sur notre terrain, elle colore notre recherche, hein, parce que il faut se rappeler qu'avant toute théorie, il y a de l'ethnographie. Ou il devrait y en avoir. Il devrait y avoir de l'ethnographie avant d'arriver à la théorie. Hein. L'ethnographie vient servir notre théorie. On ne va pas plaquer une théorie sur... Et cette théorie, cette ethnographie, elle est faite d'une rencontre. C'est la rencontre de quelqu'un avec nous. Et c'est leur vision qu'on essaie de saisir, et notre vision qu'on essaie aussi de saisir et de comprendre comment tout ça s'articule. Et donc, si on comprend l'anthropologie comme une rencontre, on comprend mieux justement les déraillements qui ont lieu dans la recherche de terrain et la place que les rapports personnels, interpersonnels peuvent avoir. Et dans ce type de rencontre, je veux aussi raconter l'histoire
de ce qui s'est passé quand mon compagnon Roger Keesing est mort et qu'on a décidé d'enterrer ses cendres au Salomon. Roger n'avait jamais, d'abord, il ne s'attendait pas à mourir comme ça, dans l'état très rapidement, donc il n'avait jamais pris de disposition dans ce sens. Mais avec ses enfants, on avait décidé que, en fait, le seul endroit où on pouvait enterrer ses cendres, c'était au Salomon. Et la raison qui nous avait poussé à faire ce choix, c'était que c'était les Quaillots de Salomon, sur lesquels Roger avait écrit pendant 35 ans, presque 40 ans, étaient en fait la passion de sa vie, la passion totale de sa vie. Et on avait eu l'impression qu'en retournant les cendres de Roger chez les Quaillots, en fait, on promettait la continuation du lien qu'il avait, lui, initié et maintenu pendant toute sa vie. Donc, on retournait les cendres comme s'il faisait partie de la culture Quaillots. Alors, ça a été quand même assez intéressant d'un point de vue anthropologique d'analyser ça, parce qu'au moment de sa mort, quand les Quaillots l'ont su, par l'intermédiaire d'un de mes amis qui était au Salomon, j'ai fait passer le message qu'on voulait enterrer les cendres là-bas. Alors, ça a soulevé toutes sortes de questions, parce qu'on enterre les gens sur leur terre. Mais Roger n'avait pas de terre au Salomon. Alors, on allait l'enterrer où ? Donc la question c'est, il n'a pas de terre, on en donne, on n'en donne pas, qui va en donner, on va en donner à qui, on ne peut pas en donner à Roger puisqu'il est mort, donc est-ce qu'on va donner à Christine, bon. Là c'était la première question, arriver à des tractations internes du groupe des Quaillots. Il faut savoir que les Quaillots, il y en a une partie qui pratique encore le culte des ancêtres, donc ce qu'ils appellent eux-mêmes des païens, nous sommes des païens, ils en sont très fiers, c'est ce qu'ils disent eux-mêmes, et puis il y a les gens qui sont chrétiens, qui habitent en bas de la côte. Alors moi j'ai dit, écoutez, si c'est si compliqué, on n'a qu'à enterrer Roger en bas de la côte, près de son ami Jonathan Fifi, avec lequel il avait collaboré, avec lequel il avait écrit des choses. Et là, les gens du Bush m'ont dit, ah non, il n'en est pas question, si tu l'enterres auprès de Jonathan, non, c'est un terrain chrétien, on ne pourra pas y aller, nous on ne pourra jamais, on ne pourra non seulement pas assister aux obsèques, mais on ne pourra même pas aller visiter la tombe. Bon, je dis alors qu'à cela ne tienne, on n'a qu'à l'enterrer là-haut, dans le bush, près de notre copain Elota. Lui, il était païen. Je dis, c'est bien, on va le mettre là-bas, ça va être très bien. Et alors la famille d'Elota me dit, oui, c'est très bien. Puis là, les chrétiens me disent, ah non, il n'en est pas question. Nous, on ne peut pas aller là-haut, on ne pourra jamais y aller. Alors, on ne pourra même pas participer aux funérailles, on ne pourra même pas visiter la tombe. Le même raisonnement, mais à l'envers, le symétrique. Bon, j'ai dit, écoutez, alors il faut trouver une solution, et pourquoi pas à tel endroit. Alors là, à tel endroit, donc ils me disent oui. Alors finalement, on m'a donné un lopin de terre, à l'endroit où Roger avait fait son premier terrain, et où il avait installé sa première maison, en quelque sorte. Et on me donne cette terre, et là, tout le monde est d'accord que c'est là qu'on arrive. Et c'est là qu'on l'enterre. Alors moi, je traverse le monde entier avec mon sac de voyage et les cendres de Roger Keesing dans mon sac de voyage. Et j'arrive au Salomon, et là, toute la délégation des Quaillots sont descendus des montagnes, sont arrivés jusqu'à l'aéroport, m'attendent. Et là, ils s'attendent à avoir un corps, un cercueil avec un corps. Et c'était important que ce soit un corps parce que moi, j'avais complètement oublié ça. De toute façon, il n'était pas question de partir avec un cercueil et un corps à l'autre bout du monde. Donc, et c'était important qu'il y ait un corps parce qu'il fallait qu'il y ait la tête. Dans les rituels de funérailles des Quaillots, on enterre le corps. Et au bout de 100 jours, enfin on ne l'enterre pas, on le met à l'air, on le laisse reposer comme ça à l'air sur une plateforme que l'on construit. Et au bout de 100 jours, on prend le corps, on enlève la tête, on sépare la tête du corps. Et là, on met la tête dans un autel des ancêtres. Donc il faut qu'il y ait une tête. Or là, j'avais une boîte avec des cendres. Donc là, tout de suite, ça posait un gros problème rituel, il n'était pas question. Donc il y a un des prêtres païens qui est arrivé, qui était aussi un bon copain de Keesing, et qui dit « Ah, je vais voir ». Et il secoue la boîte et dit « Ah, j'entends, la tête est là ». Donc on sont arrivés à comprendre qu'il fallait qu'il y ait la tête, qu'on devait prétendre qu'il y ait la tête, bref, ils ont accepté, donc on est parti. Et donc il m'avait imposé la date, il fallait que l'enterrement ait lieu 100 jours après la mort de Roger. Donc on s'est tous retrouvés, ces enfants qui venaient tous les gens qui venaient du monde entier pour ça, on s'est retrouvés chez les Quaillots, 100 jours après la mort de Keesing, et là on l'a enterré chez les Quaillots. Alors c'était un rituel qui était un rituel tout à fait païen des Quaillots, mais auquel les chrétiens ont pu assister en restant
sur les bords du sanctuaire, en quelque sorte. Et comme on n'avait pas d'hôtel des ancêtres, parce que Roger était le premier de sa lignée, en quelque sorte, à être enterré là, on a donc créé une tombe qui est le début de la maison, en quelque sorte, des ancêtres. Mais pour moi, c'était, d'un point de vue anthropologique, j'ai appris énormément de choses. J'avais jamais assisté à quelque chose comme ça. J'avais lu le travail que Roger avait fait sur la religion Kwayo. J'avais lu le travail que Maranda avait fait sur la religion Kwayo. Et donc, je me suis retrouvée en préparation de cet événement-là à apprendre énormément de choses et en lisant le livre de Roger Keesing pour savoir quoi faire. Et là, Roger avait tout décrit. Pour les funérailles des Kwayo, on fait ci, on fait ça, voilà la signification de ci, voilà la signification de ça. Et on a des échanges de monnaie de coquillage entre un tel et un tel et un tel. Et moi, j'avais ça comme un peu comme un synopsis de ce qui allait se passer. Et là, j'étais absolument... J'avais lu ce livre quand j'étais étudiante, mais je ne l'avais pas relu depuis, puis je l'avais lu en diagonale, comme on peut lire certaines fois les choses. Et là, je l'ai lu et j'étais très contente que ce livre ait été écrit parce que j'ai pu enfin... Il a été utile. C'est comme si Roger avait eu une prémonition que ça allait être utile un jour. Et moi, je m'en suis servi pour ses propres funérailles. Et donc, c'est ce livre qui s'appelle Kwayo Religion, qui est devenu un classique en anthropologie de la religion, d'ailleurs. Et c'est un peu émouvant comme histoire, mais ça raconte, si vous voulez, l'histoire de la relation intense que l'on peut avoir avec les gens sur le terrain. Et cet été, quand je suis allée au Salomon, donc je suis retournée sur la tombe de Roger Keesing. Les gens savaient que j'arrivais, donc ils avaient bien nettoyé. Je ne sais pas le reste du temps comment c'est. C'est pas la peine d'y penser. Mais là, en tout cas, c'était bien nettoyé. Ils avaient planté des cordylines, des crotons pour pouvoir justement séparer l'espace sacré de l'espace profane. Et c'était très bien. Et donc, voilà. Alors, du coup, il a fallu trouver, parce que dans le culte des ancêtres chez les Kwayo, les ancêtres ne disparaissent pas de la vie des vivants une fois qu'ils sont morts. Ils continuent à interférer ou interagir avec les vivants. Donc, il faut leur donner un rôle. Alors, ce soit des ancêtres bienveillants, soit des ancêtres malveillants. Et là, paraît-il que Roger est devenu un ancêtre bienveillant, et il n'est pas rare, paraît-il, de voir les enfants s'asseoir sur sa tombe pour regarder le coucher de soleil. Enfin, on me raconte tout ça, et puis, est-ce que c'est pour me consoler? Est-ce que c'est pour me faire plaisir? Est-ce que je ne sais pas? Mais tout cela parle, en quelque sorte, de la relation d'amitié et qui continue, même après la mort, entre les anthropologues qui font du terrain de longue durée et les gens avec lesquels ils ont travaillé, parce qu'en fait, c'est la relation qui est au cœur de l'ethnographie. Hein, c'est ça. Alors voilà, c'est rien de dramatique vraiment, mais c'est quand même quelque chose qui illustre cette relation qui moi, me tient à cœur. Donc, quand on fait du terrain, pour en revenir à l'histoire de terrain, quand on fait du terrain, la difficulté, évidemment, c'est de savoir jusqu'à quel point on peut arriver à parler dans nos écrits de la vie des gens. Hein, de la vie intime des gens. Il y a des gens qui veulent bien nous raconter des histoires, mais qui ne veulent pas qu'on en parle. Voilà. Et il faut arriver à trouver le juste milieu, arriver à respecter le désir des gens d'être représentés sans évidemment enfreindre toutes les lois de la bienséance et puis de la vie privée des gens. Et ça, à mon avis, c'est une des difficultés que l'on a sur le terrain, une difficulté que l'on rencontre aussi beaucoup plus fréquemment quand il s'agit, par exemple, de rendre nos données et les rendre dans les communautés où on a travaillé. Et ça, c'est vraiment un casse-tête très important parce que on ramasse des données, les gens, sous le couvert de l'anonymat, nous donnent des informations, on les transforme en ethnographie plus ou moins édulcorée ou transformée avec des cadres théoriques qui transforment énormément les choses. Et quand vient le moment de retourner les données, encore comme signe justement d'engagement personnel, de responsabilité en quelque sorte aussi important, professionnelle, quoi retourner? Sous quelle forme retourner? Il y a des choses qu'on ne peut pas retourner, qu'on ne peut pas rendre. Parce que des fois, on recueille des informations qui vont rompre l'équilibre entre les genres, le secret que certains membres de la société doivent garder, les connaissances que d'autres doivent garder. Et donc, finalement, il y a des choses
qu'on ne peut pas rendre. Alors, ça soulève toute la question du retour des données. Ça a été très à la mode à un moment donné. Je me rappelle, Frédéric, vous aviez fait un colloque dans ce sens qui m'avait beaucoup impressionné parce qu'on discutait justement de la difficulté du retour des données. Et il y a des gens qui veulent bien nous dire quelque chose, mais ils ne veulent pas que les autres savent que c'est eux qui les ont dites, ou les choses qui sont fragiles, il y a des choses qui sont trop sensibles. Et pour nous, c'est très important. Je me bats, moi, par exemple, régulièrement avec le comité d'éthique de Concordia, parce que on nous fait remplir un formulaire qui nous demande à partir de quel moment on va détruire les données que l'on a recueillies. Combien de temps on les garde, où est-ce qu'on les garde et quand est-ce qu'on les détruit. Mais on ne les détruit jamais. Comment ça, vous ne les détruisez pas? Ben non, on accumule la connaissance et on espère que ça servira un jour. On travaille dans des populations, pour certains d'entre nous, qui n'écrivent pas ou qui n'ont pas l'occasion de se poser les questions qu'on se pose ou qui n'ont pas le temps de faire le travail qu'on fait ou qui, pour toutes sortes de raisons qu'on ne connaît pas, ne le font pas. Alors on contribue à la connaissance. Et à chaque fois, je dois expliquer qu'en tant qu'anthropologue, on ne détruit pas les données. On les garde, on les protège et on les transforme et si possible, on les rend d'une façon utilisable et une façon éthiquement utilisable. Et c'est toujours un grand point de discorde parce que je ne sais pas comment c'est dans les autres universités au Canada, mais à Concordia, ils ont décidé d'être presque plus royalistes que le roi et donc nous forcent à remplir des formulaires du Conseil de recherche en sciences humaines qui en fait s'appliquent très souvent au Conseil de recherche sur la santé, sur les droits des individus et oh là là. Alors ce sont des questions importantes. Mais pour ce qui a trait au retour des données, la question que je me pose actuellement, c'est sur la nature de la donnée que l'on retourne. Quand on collecte des données sur le terrain, on les collecte dans une relation. Moi, je travaille avec des données évanescentes. Je travaille sur le langage. Donc, après, on me raconte quelque chose, c'est ça que j'essaie de ramasser. Et puis après, ça n'y est plus. Donc, je les enregistre. Et quand je les rends sous quelle forme? Sous les formes de bandes sonores, la plupart du temps, mais aussi sous la forme de dictionnaire, qui est une façon de transformer les données qui n'a rien à voir avec la façon dont on les a reçues. Donc, est-ce que la transformation de la donnée, soit sous la forme d'un texte, soit sous la forme d'un dictionnaire, soit sous la forme d'une concordance, n'est pas simplement aussi une transformation, mais aussi une perversion en quelque sorte de la donnée? C'est comme on l'avait transformée. Y a-t-il autre moyen de le faire, de rendre la donnée sans la transformer? Et donc, c'est des questions que je me pose parce que à chaque, par exemple, pour le dictionnaire que j'ai fait sur le Pidgin, qui m'a pris peut-être 10 ans à faire parce que il faut trouver tous les sens, tous les détails des mots, l'intégralité du champ sémantique, son extension, etc. Je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai pris une décision, c'est soit une décision idéologique, soit une décision éthique. Qu'est-ce qu'il faut quand on construit un dictionnaire? Est-ce qu'on met tous les usages? Et si on met tous les usages, est-ce qu'on donne des indications à l'usager, qu'il s'agit par exemple d'un juron, qu'il s'agit d'une forme ordinaire, qu'il s'agit d'une forme soutenue? À chaque fois qu'on prend cette décision qui vise à ajouter de la précision, on s'implique idéologiquement dans le travail lui-même. Et donc, on transforme, en quelque sorte, la donnée. On l'analyse, bien sûr, mais on s'implique. On fait un jugement qui n'est pas un jugement de valeur, qu'on imagine être un jugement qui correspond à celui que nos interlocuteurs ont fait. Mais jusqu'à quel point peut-on être sûr que c'est vraiment le cas à chaque fois? Donc, c'est des questions comme ça que l'on se pose et qu'on doit se poser, à mon avis, parce que la donnée n'est pas neutre. Voilà. Et nous, à chaque fois, on fait des jugements éthiques. La même chose se passe quand on choisit des exemples. Quel type d'exemple allons-nous donner? Est-ce que, par exemple, le dictionnaire Larousse s'en tire toujours en donnant des exemples de la littérature? Voilà, alors comme ça,
c'est très bien, c'est chic, c'est bien, c'est référencé, tout va très bien. En PG, il n'y a pas de littérature, donc c'est dans mes corpus, mais jusqu'à quel point je peux utiliser tout ce qu'on m'a donné, et puis est-ce que c'est hors contexte, donc est-ce que la phrase va être comprise dans son ensemble, est-ce que... Alors c'est ce genre de questions que l'on se pose, et j'aimerais vraiment attirer l'attention des étudiants là-dessus, sur le type de questions qui sont soulevées par le terrain, et par la connaissance approfondie que l'on a du terrain. C'est un peu, comme je le disais un peu plus tôt, c'est un peu comme si, parce qu'on connaît les choses beaucoup mieux, on est un peu paralysé par leur lourdeur et par leur importance. Et quand on est plus jeune, ou peut-être quand on est un peu... on peut glisser, et on a moins peur, on fait les choses. Je ne sais pas. Enfin, c'est peut-être parce que maintenant je suis plus âgée. Je ne sais pas. Mais il me semble que c'est... Et j'y pense de plus en plus à ça, parce que j'arrive à un moment de ma vie professionnelle où je suis en train de réorganiser mes données, justement pour pouvoir les rendre au Salomon, et je me pose ces questions-là. C'est des questions importantes. On a eu l'occasion d'en parler, plusieurs d'entre nous, ici au Québec, au moment du décès de Pierre Maranda, quand il faut trouver où les mettre et où les déposer, les données, les archives, quoi protéger, quoi limiter, et dans quel cadre, et donner accès à qui, à quoi. Et donc ce sont des choses très, très importantes.